Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tournant aussi dramatique. Tout a commencé lorsque ma femme, Sophie, et moi avons été contraints de déménager chez sa mère, ma belle-mère Martine, après avoir fait face à des difficultés financières. Au début, cela semblait être une solution temporaire, mais cela s'est rapidement transformé en un véritable cauchemar. Je me souviens encore de ce jour fatidique où nous avons pris la décision de quitter notre petit appartement. C'était un mardi pluvieux, et Sophie venait de rentrer du travail, les yeux rougis et le visage tiré. Elle s'est effondrée sur le canapé, tenant dans sa main une lettre de licenciement. « Pierre » a-t-elle dit d'une voix tremblante, « je ne sais pas quoi faire. Nous avons déjà du mal à joindre les deux bouts, et maintenant ça. » J'ai essayé de la réconforter, mais au fond de moi, je savais que notre situation était précaire. Mon salaire d'enseignant ne suffisait pas à couvrir toutes nos dépenses, et avec la perte de l'emploi de Sophie, nous étions au bord du gouffre. C'est à ce moment-là que l'idée de déménager chez Martine est venue. Sophie en a parlé avec hésitation, sachant que nos relations avec sa mère n'avaient jamais été des plus chaleureuses. « Ma mère a une grande maison », a-t-elle murmuré. « Peut-être qu'elle accepterait de nous héberger le temps qu'on se remette sur pied ?» J'ai hoché la tête, résignée. Nous n'avions pas vraiment d'autre choix. Le jour du déménagement, j'ai ressenti un mélange d'appréhension et d'espoir. Martine nous a accueillis avec un sourire forcé, ses yeux scrutant nos quelques cartons et valises. « Bienvenue », a-t-elle dit d'un ton qui sonnait faux. « J'espère que vous vous adapterez vite. » Les premiers jours ont été difficiles. La maison de Martine, bien que spacieuse, semblait étouffante. Chaque coin, chaque meuble semblait nous rappeler que nous n'étions pas chez nous. Sophie passait ses journées à chercher un nouvel emploi, tandis que je continuais à enseigner, essayant de maintenir une apparence de normalité. Martine, quant à elle, ne manquait jamais une occasion de nous rappeler sa générosité. Ses commentaires, bien que subtils au début, devenaient de plus en plus fréquents et acerbes. « Oh, Pierre », disait-elle souvent pendant le dîner, « j'espère que tu apprécies ce repas. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut manger aussi bien quand on est dans votre situation. » Je serrais les dents, échangeant des regards avec Sophie. Nous savions que nous devions endurer cela, du moins pour le moment. Les semaines passaient, et la tension montait. Martine commençait à imposer des règles de plus en plus strictes. Nous devions rentrer avant 21h, ne pas utiliser la cuisine après 20h, et surtout, ne pas inviter d'amis. « C'est ma maison », répétait-elle. « Vous devez respecter mes règles. » Un soir, alors que Sophie et moi discutions à voix basse dans notre chambre, j'ai entendu Martine dans le couloir. Elle s'est arrêtée devant notre porte, écoutant notre conversation. J'ai senti mon sang se glacer. Nous n'avions même plus d'intimité. Le pire, c'était de voir Sophie se décomposer jour après jour. Elle, qui avait toujours été si forte, si pleine de vie, semblait s'éteindre peu à peu. Les remarques incessantes de sa mère, le stress de la recherche d'emploi, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Un matin, je l'ai trouvée en larmes dans la salle de bain. « Je n'en peux plus, Pierre », a-t-elle sangloté. « J'ai l'impression d'étouffer ici. Ma propre mère me traite comme une étrangère, comme un fardeau. » J'ai essayé de la consoler, de lui dire que ce n'était que temporaire, que nous trouverions bientôt une solution. Mais au fond de moi, je commençais à douter. Chaque jour passé dans cette maison semblait nous enfoncer un peu plus dans un gouffre dont nous ne voyions pas l'issue. Les nuits étaient les pires. Allongée dans le lit, écoutant la respiration irrégulière de Sophie, je fixais le plafond, me demandant comment nous en étions arrivés là. Je repensais à notre vie d'avant, à nos projets, à nos rêves. Tout semblait si loin maintenant. Un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé Martine en train de fouiller dans nos affaires. Elle prétendait faire du rangement, mais son regard fuyant trahissait ses véritables intentions. « Que cherchez-vous exactement, Martine ?» ai-je demandé, essayant de contenir ma colère. « Rien du tout », a-t-elle répondu sèchement. « Je vérifie juste que vous ne cachez rien de compromettant dans ma maison. » Cette accusation à peine voilée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai serré les poings, prêt à exploser, mais je me suis retenu. Je ne pouvais pas risquer de nous faire mettre à la porte. Pas maintenant. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Chaque matin,
Je me réveillais avec l'espoir que ce serait le jour où tout changerait, où nous pourrions enfin reprendre le contrôle de nos vies. Mais chaque soir, je me couchais avec le poids de la réalité qui s'abattait sur moi. Sophie avait finalement trouvé un petit boulot dans une boutique, mais le salaire était loin d'être suffisant pour nous permettre de partir. Nous étions pris au piège, prisonniers de notre propre famille. Ce qui avait commencé comme une solution temporaire s'était transformé en un véritable cauchemar. La maison de Martine, qui aurait dû être un refuge, était devenue une prison dorée. Chaque jour, je me demandais combien de temps nous pourrions encore tenir avant de craquer complètement. Après plusieurs semaines de cette cohabitation tendue, ma belle-mère, Martine, m'a convoquée pour une conversation sérieuse. C'est à ce moment-là qu'elle a lâché sa bombe, elle exigeait 20 000 $ pour rénover la maison. J'étais abasourdie. Elle savait pertinemment que nous traversions des difficultés financières. Quand je l'ai questionnée, elle a simplement répondu, soit vous payez, soit vous êtes tous les deux dehors. Ce jour-là avait commencé comme tous les autres. Je m'étais levée tôt pour préparer mes cours, tandis que Sophie se préparait pour son travail à la boutique. Martine, comme à son habitude, prenait son petit déjeuner dans la cuisine, son regard désapprobateur nous suivant à chaque mouvement. Alors que je m'apprêtais à partir, Martine m'a interpellée. « Pierre, j'aimerais que nous ayons une discussion ce soir. C'est important. » Son ton ne présageait rien de bon, mais j'ai acquiescé, me demandant ce qu'elle pouvait bien avoir à me dire. La journée a été interminable. Mes élèves ont dû remarquer ma distraction, car plusieurs m'ont demandé si tout allait bien. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit revenait sans cesse à cette conversation à venir. Le soir venu, je suis rentrée avec appréhension. Sophie était encore au travail, ce qui m'inquiétait davantage. Pourquoi Martine voulait-elle me parler seule à seule? Je l'ai trouvée assise dans le salon, droite comme un i, ses mains croisées sur ses genoux. Elle m'a fait signe de m'asseoir en face d'elle. « Pierre, a-t-elle commencé, sa voix inhabituellement douce, vous savez que j'ai fait beaucoup pour vous et Sophie ces derniers mois. » J'ai hoché la tête, me demandant où elle voulait en venir. « La maison a besoin de rénovation, a-t-elle poursuivi. Le toit fuit, la plomberie est vieille, et franchement, avec 2 personnes supplémentaires, l'usure s'est accélérée. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je sentais venir quelque chose de désagréable. J'ai fait faire des devis, a-t-elle dit en sortant une liasse de papier de sa poche. Les travaux coûteront environ 20 000 $. J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu. Pardon. Vous m'avez bien entendu, Pierre. 20 000 $. Et j'attends de vous que vous payiez cette somme. Le choc m'a laissé sans voix pendant quelques secondes. Quand j'ai enfin retrouvé l'usage de la parole, ma voix tremblait de colère et d'incrédulité. Martine, vous savez très bien que nous n'avons pas cet argent. Nous sommes ici précisément parce que nous traversons des difficultés financières. Comment pouvez-vous nous demander une telle somme? Son visage s'est durci. Ce n'est pas mon problème, Pierre. Cette maison a besoin de réparation, et c'est en partie à cause de votre présence ici. Si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, alors peut-être qu'il est temps pour vous de trouver un autre endroit où vivre. La menace était à peine voilée. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai essayé de garder mon calme. Martine, soyez raisonnable. Nous faisons de notre mieux pour nous remettre sur pied. Sophie a trouvé un travail, nous économisons chaque centime. Mais 20 000 $, c'est impossible pour nous en ce moment. Elle a haussé les épaules avec une indifférence glaciale. Alors trouvez une solution. Vendez votre voiture, prenez un 2e emploi, faites un emprunt. Je m'en fiche. Mais je veux cet argent, ou vous êtes dehors. J'étais stupéfait par sa cruauté. Comment pouvait-elle traiter ainsi sa propre fille et son gendre? Et si nous refusons, ai-je demandé, la voix tremblante de rage contenue. Son sourire était froid comme la glace. Alors vous aurez 2 semaines pour faire vos bagages et partir. C'est ma maison, Pierre. Mes règles. À ce moment-là, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Sophie rentrait du travail. Martine s'est levée, lissant sa jupe comme si de rien n'était. Réfléchissez Pierre. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour me donner une réponse.
Elle est sortie du salon, laissant derrière elle un silence pesant. Sophie est entrée, son visage s'assombrissant immédiatement en voyant mon expression. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé, inquiète. J'ai pris une profonde inspiration, ne sachant pas comment lui annoncer la nouvelle. Comment lui dire que sa propre mère nous mettait à la porte si nous ne lui donnions pas une somme d'argent astronomique? Sophie, assieds-toi, ai-je dit doucement. Ta mère, elle nous demande 20 000 $ pour des rénovations. Si nous ne payons pas, elle veut que nous partions. Le visage de Sophie est passé de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère. Quoi? Elle ne peut pas faire ça. C'est du chantage. J'ai hoché la tête, épuisée. Je sais. Mais elle semble très sérieuse. Sophie s'est effondrée sur le canapé à côté de moi, les larmes aux yeux. Comment peut-elle nous faire ça? Nous sommes sa famille. J'ai passé mon bras autour de ses épaules, essayant de la réconforter tout en luttant contre mon propre désespoir. Je ne sais pas, chérie. Je ne sais vraiment pas. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment, chacun perdu dans ses pensées. La situation semblait sans issue. Où pourrions-nous trouver 20 000 $ en si peu de temps? Et si nous ne pouvions pas payer, où irions-nous? Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions et de stress. Sophie a essayé de parler à sa mère, mais Martine est restée inflexible. Elle répétait sans cesse que c'était « pour notre bien », que nous devions apprendre à être responsables. Chaque soir, Sophie et moi discutions de nos options, mais elles semblaient toutes plus désespérées les unes que les autres. Vendre la voiture? Cela nous priverait de notre seul moyen de transport fiable. Prendre un deuxième emploi? Avec quelles heures supplémentaires? Faire un emprunt? Aucune banque ne nous accorderait un tel montant dans notre situation. Le stress commençait à affecter tous les aspects de notre vie. Je dormais mal, me réveillant souvent en pleine nuit, l'esprit rempli de chiffres et de scénarios catastrophes. Sophie, de son côté, devenait de plus en plus distante, passant de longues heures silencieuses, le regard perdu dans le vide. Un soir, alors que nous étions assis dans notre chambre, essayant encore une fois de trouver une solution, Sophie a craqué. « Je n'en peux plus, Pierre », a-t-elle sangloté. Ma propre mère nous traite comme des moins que rien. Comment en sommes-nous arrivés là? Je l'ai prise dans mes bras, sentant mes propres larmes monter. Je ne sais pas, mon amour. Mais nous allons nous en sortir. Ensemble. Mais même en prononçant ces mots, je doutais. Comment pouvions-nous nous sortir de cette situation impossible? L'ultimatum de Martine pesait sur nous comme une épée de Damoclès, menaçant de s'abattre à tout moment. Chaque jour qui passait nous rapprochait de l'échéance, et avec elle, la perspective terrifiante de nous retrouver à la rue. L'exigence choquante de Martine avait non seulement menacé notre stabilité financière, mais elle avait aussi ébranlé les fondements même de notre famille. Désespérée, j'ai commencé à chercher des moyens d'obtenir l'argent. J'ai demandé des prêts à des amis, envisagé de vendre la voiture, et même pensé à prendre un deuxième emploi. Sophie était partagée entre me soutenir et ne pas vouloir affronter sa mère. Le stress était en train de détruire notre mariage. Les jours qui ont suivi l'ultimatum de Martine ont été un tourbillon d'anxiété et de recherche frénétique. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de panique grandissant, le délai se rapprochant inexorablement. Ma première démarche a été de contacter mes amis les plus proches. J'ai commencé par appeler mon meilleur ami, François. « François, j'ai besoin de ton aide », ai-je dit, la gorge serrée. « Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent ? C'est vraiment urgent. » Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. « Pierre, tu sais que je t'aiderais si je le pouvais, mais combien as-tu besoin exactement ? » Quand je lui ai annoncé le montant, j'ai presque pu sentir son choc à travers le téléphone. 20 000 $? Pierre, c'est énorme. Je suis désolée, mais je n'ai pas cette somme. Cette conversation s'est répétée avec presque tous mes contacts. Certains ont pu offrir de petites sommes, mais rien qui ne s'approche du montant demandé par Martine. Sophie, de son côté, était paralysée par la situation. Elle oscillait entre des moments de détermination où elle voulait confronter sa mère, et des périodes de profond abattement. « Je ne comprends pas », répétait-elle souvent, les yeux remplis de larmes. « Comment peut-elle nous faire ça ?
C'est ma mère, Pierre. Ma propre mère. Je ne savais pas quoi lui répondre. Comment expliquer l'inexplicable? Après avoir épuisé toutes les options avec nos amis, j'ai commencé à envisager des solutions plus drastiques. Un soir, j'ai abordé le sujet de la vente de notre voiture avec Sophie. C'est peut-être notre seule option, ai-je dit doucement. Ça ne couvrira pas tout, mais ça pourrait nous faire gagner du temps. Sophie a secoué la tête vigoureusement. Non, Pierre. Cette voiture, c'est notre liberté. Si nous la vendons, comment iras-tu travailler? Comment chercherons-nous un nouvel appartement si nous devons partir? Elle avait raison, bien sûr. Mais je me sentais acculé, prêt à tout envisager. C'est alors que l'idée d'un deuxième emploi a commencé à germer dans mon esprit. Après mes journées d'enseignement, je pourrais peut-être travailler dans un restaurant ou un bar le soir. Ce serait épuisant, mais cela pourrait nous aider à rassembler une partie de la somme. J'ai commencé à parcourir les petites annonces, à déposer des CV dans les commerces locaux. Mais à chaque fois, la même question revenait: comment pourrais-je gagner 20 000 $ en si peu de temps, même avec un deuxième emploi? Le stress commençait à affecter tous les aspects de notre vie. Nos nuits étaient agitées, remplies de cauchemars où nous nous retrouvions à la rue. Nos journées étaient tendues, chaque interaction avec Martine étant chargée de non-dits et de ressentiments. Un soir, alors que je rentrais tard après avoir passé des heures à chercher un emploi supplémentaire, j'ai trouvé Sophie recroquevillée sur notre lit, sanglotant silencieusement. « Je n'en peux plus, Pierre », a-t-elle murmuré quand je me suis assis à côté d'elle. Cette situation est en train de nous détruire. J'ai passé mes bras autour d'elle, sentant mon propre cœur se briser. Je sais, mon amour. Je sais. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment, nous réconfortant mutuellement dans le silence. Mais même dans ces moments d'intimité, je sentais une distance s'installer entre nous. Le stress et l'anxiété constante érodaient lentement mais sûrement les fondations de notre relation. Les jours passaient, et notre désespoir grandissait. J'ai même envisagé des options que je n'aurais jamais cru possibles auparavant. Un soir, assis seul dans la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai sorti un billet de loterie de ma poche. Moi qui n'avais jamais joué de ma vie, je me retrouvais à gratter frénétiquement, espérant un miracle qui ne viendrait pas. Sophie, quant à elle, oscillait entre des périodes de détermination farouche et des moments de profond abattement. Un jour, elle rentrait du travail avec des brochures pour des prêts à taux d'intérêt exorbitants, le lendemain, elle passait des heures au téléphone avec des agences d'emploi temporaires, cherchant désespérément un travail mieux rémunéré. Nos conversations tournaient en boucle, toujours autour du même sujet: comment trouver cet argent? Chaque idée semblait plus désespérée que la précédente. Et si on vendait tous nos meubles, a suggéré Sophie un soir. Avec quoi dormirions-nous, ai-je répondu, épuisée. Et de toute façon, ça ne suffirait pas. Le pire dans tout ça était de voir l'effet que cette situation avait sur notre couple. Nous qui avions toujours été unis, nous commencions à nous disputer pour des broutilles. La tension était palpable, même dans nos moments les plus intimes. Un soir, alors que nous étions allongés côte à côte dans notre lit, incapables de dormir, Sophie a murmuré: « Parfois, je me demande si on ne devrait pas simplement partir. Laisser tout derrière nous et recommencer ailleurs. » J'ai tourné la tête vers elle, surpris. « Et aller où? Avec quel argent ?» Elle a haussé les épaules, les yeux fixés au plafond. « Je ne sais pas. N'importe où. Loin d'ici, loin de ma mère, loin de tout ça. » J'ai pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. « On trouvera une solution, Sophie. On doit y croire. » Mais même en prononçant ces mots, je n'étais plus sûre d'y croire moi-même. Les semaines passaient, et nous n'étions pas plus près de trouver une solution. J'avais réussi à décrocher quelques heures de travail dans un bar local les week-ends, mais le peu que je gagnais semblait dérisoire face à la somme demandée par Martine. Sophie, de son côté, avait demandé des heures supplémentaires à la boutique, rentrant souvent tard le soir, les yeux cernés et l'air épuisé. Mais malgré tous nos efforts, nous étions encore loin du compte. Le stress constant commençait à affecter notre santé. J'avais perdu du poids, incapable de manger correctement. Sophie souffrait d'insomnie chronique, passant des nuits entières à fixer le plafond, perdue dans ses pensées.
Notre relation, autrefois solide comme un roc, commençait à montrer des signes de fissure. Nous nous disputions pour des riens, chacun projetant sa frustration et son anxiété sur l'autre. Un soir, après une énième dispute à propos de nos finances, Sophie a claqué la porte de notre chambre, me laissant seule dans le salon. Assis dans l'obscurité, j'ai senti le poids de notre situation m'écraser. Comment en étions-nous arrivés là? Comment allions-nous nous en sortir? Le dilemme semblait insoluble, et la recherche de solutions nous épuisait jour après jour. Notre mariage, autrefois source de joie et de réconfort, devenait un champ de bataille où nous luttions non seulement contre les circonstances extérieures, mais aussi contre nos propres démons intérieurs. En cherchant des documents pour essayer d'obtenir un prêt bancaire, j'ai trouvé de vieux papiers de famille. À ma grande surprise, j'ai découvert que la maison appartenait en réalité à mon défunt beau-père, et qu'il avait laissé un testament stipulant que la propriété devait être divisée équitablement entre ma femme et son frère. C'était un mardi matin, gris et pluvieux, quand j'ai fait cette découverte qui allait tout changer. Sophie était partie tôt pour son travail à la boutique, et Martine était sortie faire des courses. J'avais décidé de profiter de ce moment de solitude pour fouiller dans nos vieux documents, espérant trouver quelque chose qui pourrait nous aider à obtenir un prêt. Je me suis installée dans notre petite chambre, ouvrant des cartons que nous n'avions pas touchés depuis notre emménagement forcé. La poussière qui s'en échappait me faisait tousser, mais je continuais à chercher, déterminée. C'est alors que mes doigts ont effleuré une vieille enveloppe jaunie, cachée au fond d'une boîte. Intriguée, je l'ai ouverte délicatement. À l'intérieur, j'ai trouvé plusieurs feuilles couvertes d'une écriture que je ne reconnaissais pas. Mon cœur a fait un bond quand j'ai lu les premiers mots: ceci est le testament et les dernières volontés de moi, Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre Dubois. Le père de Sophie. Mon beau-père décédé que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer. Les mains tremblantes, j'ai commencé à lire le document. Au fur et à mesure que je parcourais les lignes, mon incrédulité grandissait. Selon ce testament, la maison dans laquelle nous vivions actuellement n'appartenait pas à Martine, mais avait été léguée à parts égales à Sophie et à son frère, Thomas. J'ai dû relire le passage plusieurs fois pour être sûr de ne pas rêver. Je lègue ma propriété située au 15 rue des Lilas à mes deux enfants, Sophie et Thomas Dubois, à parts égales. Il est de mon souhait qu'ils en disposent comme bon leur semble, dans un esprit de fraternité et d'entraide. Mon esprit tournait à toute vitesse. Comment était-ce possible? Pourquoi Martine ne nous avait-elle jamais parlé de ce testament? Et surtout, pourquoi agissait-elle comme si la maison lui appartenait entièrement? J'ai continué à fouiller frénétiquement dans la boîte, espérant trouver d'autres documents qui pourraient éclairer la situation. J'ai trouvé des photos jaunies de Sophie enfant avec ses parents, des lettres d'amour échangées entre Jean-Pierre et Martine, et finalement, un autre document officiel, l'acte de propriété de la maison au nom de Jean-Pierre Dubois. Assis sur le sol, entouré de ces vieux papiers, j'ai senti un mélange d'émotions m'envahir: soulagement, colère, confusion. Nous avions passé des semaines à nous torturer, à chercher désespérément une solution pour trouver 20 000 $, alors que tout ce temps, Sophie était en partie propriétaire de cette maison. J'ai regardé l'heure. Il était presque midi. Sophie ne rentrerait pas avant le soir, et je ne voulais pas lui annoncer une telle nouvelle par téléphone. Quant à Martine, je l'entendais rentrer, le bruit de ses sacs de courses résonnant dans l'entrée. Pendant un moment, j'ai été tentée de la confronter immédiatement. Mais la prudence l'a emporté. Je devais d'abord en parler à Sophie, nous devions décider ensemble de la marche à suivre. J'ai soigneusement rangé les documents dans l'enveloppe et les caché dans ma table de nuit. Puis, j'ai pris une profonde inspiration et suis sortie de la chambre, essayant d'agir le plus normalement possible. Le reste de la journée a été un supplice. Chaque fois que je croisais Martine, je devais me retenir de lui poser 1000 questions, de l'accuser de nous avoir menti. Comment pouvait-elle nous regarder dans les yeux chaque jour, sachant qu'elle nous cachait une telle vérité? Quand Sophie est enfin rentrée ce soir-là, j'avais l'impression d'être sur le point d'exploser. Dès qu'elle a franchi la porte, je l'ai prise par la main et l'ai entraînée dans notre chambre. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, inquiète face à mon agitation. J'ai fermé la porte derrière nous et sorti l'enveloppe de sa cachette. « Sophie, assieds-toi. J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qui va tout changer. » Lentement,
avec des mots choisis avec soin, je lui ai expliqué ma découverte. Je l'ai regardé lire le testament de son père, ses yeux s'élargissant de surprise, puis se remplissant de larmes. Je n'en savais rien, a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Papa ne m'a jamais parlé de ça. Et maman, comment a-t-elle pu nous cacher ça? J'ai pris ses mains dans les miennes, essayant de la réconforter tout en contenant ma propre colère. Je ne sais pas, mon amour. Mais nous allons découvrir la vérité. Nous avons passé des heures cette nuit-là à discuter, à essayer de comprendre, à faire des plans. Devions-nous confronter Martine immédiatement? Contacter Thomas? Consulter un avocat? Le lendemain matin, nous avons décidé d'agir. Sophie a appelé son frère Thomas, qui vivait dans une autre ville, pour lui parler de notre découverte. Il était tout aussi choqué que nous. Je n'en reviens pas, a-t-il dit au téléphone. Maman nous a toujours dit que la maison lui appartenait, qu'elle l'avait héritée de ses parents. Nous avons convenu que Thomas viendrait le week-end suivant pour que nous puissions discuter de la situation tous ensemble. Les jours qui ont suivi ont été surréalistes. Nous continuions notre routine quotidienne, mais chaque interaction avec Martine était chargée de non-dits. Je la regardais vaquer à ses occupations, agir comme si de rien n'était, et je me demandais comment elle avait pu vivre avec ce secret pendant toutes ces années. Sophie, quant à elle, oscillait entre la colère et la tristesse. Je n'arrive pas à croire qu'elle nous ait fait ça, répétait-elle souvent. Sa propre fille, son propre fils. Le vendredi soir, veille de l'arrivée de Thomas, nous étions assis dans notre chambre, relisant encore une fois le testament, quand nous avons entendu un bruit venant du couloir. Nous avons échangé un regard inquiet. Martine nous avait-elle entendus? Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était électrique. Martine semblait nerveuse, jetant des regards furtifs vers la porte d'entrée. Quand la sonnette a retenti, annonçant l'arrivée de Thomas, j'ai vu une lueur de panique traverser ses yeux. Thomas est entré, embrassant sa mère et sa sœur, me serrant la main. Mais dès que les salutations furent terminées, un silence pesant s'est installé dans le salon. C'est Sophie qui a finalement brisé le silence. D'une voix tremblante mais déterminée, elle a sorti le testament de son sac. « Maman, a-t-elle dit, nous devons parler. Nous avons trouvé quelque chose, et nous avons besoin d'explications. » Le visage de Martine est devenu blanc comme un linge quand elle a vu le document. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait nier, prétendre ne rien savoir. Mais alors, à notre grande surprise, elle s'est effondrée sur le canapé et a commencé à sangloter. « Je suis désolée, a-t-elle murmuré entre deux sanglots. « Je suis tellement désolée. » Nous nous sommes regardés, Sophie, Thomas et moi, ne sachant pas comment réagir face à cet aveu inattendu. La découverte de ce testament allait non seulement changer notre situation financière, mais aussi ébranler les fondements même de notre famille. Armée de cette information, j'ai confronté ma belle-mère. Sa réaction a été choquante, elle a avoué avoir caché le testament pendant des années, craignant de perdre le contrôle de la maison et de la famille. Sophie, qui écoutait tout, a été dévastée par la trahison de sa propre mère. Le salon était plongé dans un silence pesant, seulement interrompu par les sanglots étouffés de Martine. Sophie, Thomas et moi étions figés, attendant que Martine s'explique. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, elle a levé les yeux, son visage marqué par la culpabilité et la peur. « Je ne savais pas comment vous le dire », a-t-elle commencé, sa voix à peine audible. Quand votre père est mort, j'étais perdue. Cette maison, c'était tout ce qui me restait de lui. Sophie s'est avancée, ses yeux brillants de larmes contenues. Mais maman, pourquoi nous l'avoir caché? Nous sommes ta famille, nous aurions compris. Martine a secoué la tête, comme si elle essayait de chasser de mauvais souvenirs. Au début, je me suis dit que je vous en parlerais plus tard. Mais le temps passait, et plus j'attendais, plus il devenait difficile de vous avouer la vérité. J'avais peur que vous me demandiez de partir, peur de perdre mon foyer, peur de vous perdre. Thomas, qui était resté silencieux jusque-là, a pris la parole. Mais maman, nous n'aurions jamais fait ça. Cette maison est autant la tienne que la nôtre. Je sais, a murmuré Martine. Maintenant je le sais. Mais à l'époque, j'étais aveuglée par le chagrin et la peur. Et puis, au fil des années,
le mensonge est devenu trop gros pour être avoué. J'ai senti la colère monter en moi. Toutes ces semaines de stress, d'angoisse, de recherche désespérée d'argent, tout ça à cause d'un mensonge. Et l'argent que vous nous avez demandé, ai-je demandé, essayant de contrôler ma voix. Les 20 000 $ pour les rénovations? Le visage de Martine s'est décomposé encore plus, si c'était possible. Je pensais que si vous investissiez dans la maison, vous auriez un sentiment d'appartenance. Je ne voulais pas que vous partiez. Je sais que c'était mal, je sais que j'aurais dû vous dire la vérité, mais j'avais tellement peur de me retrouver seule. Sophie s'est effondrée sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Je pouvais voir ses épaules trembler sous le poids de cette révélation. Thomas s'est assis à côté d'elle, passant un bras réconfortant autour de ses épaules. « Comment as-tu pu nous faire ça, maman ?» a demandé Sophie, sa voix étouffée par ses mains. « Nous sommes tes enfants. Tu nous as vus lutter, stresser, nous déchirer pour trouver cet argent. Comment as-tu pu rester là et ne rien dire ?» Martine a tenté de s'approcher de sa fille, mais Sophie s'est reculée instinctivement. Ce geste semblait avoir brisé quelque chose en Martine, qui est retombée lourdement dans son fauteuil. « Je suis tellement désolée » a-t-elle répété, comme un mantra. « Je sais que je vous ai fait du mal. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais vous devez comprendre, j'avais tellement peur de vous perdre. » J'ai regardé autour de moi, observant cette famille brisée. Sophie, effondrée sur le canapé, incapable de regarder sa mère. Thomas, partagé entre la colère et le besoin de réconforter sa sœur. Et Martine, recroquevillée dans son fauteuil, l'image même du regret et de la honte. « Que allons-nous faire maintenant ?» ai-je demandé, brisant le silence qui s'était à nouveau installé. Thomas a pris une profonde inspiration. « Je pense que nous devrions prendre le temps de digérer tout ça. Peut-être devrions-nous consulter un avocat, pour comprendre exactement nos droits et nos options. » Sophie a finalement relevé la tête, ses yeux rougis par les larmes. « Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner, maman. Tu nous as menti pendant des années. Tu nous as regardé souffrir sans rien dire. » Martine a hoché la tête, acceptant les paroles dures de sa fille. « Je sais. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez immédiatement, ou même un jour. Mais je veux que vous sachiez que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour réparer mes torts. » Les heures qui ont suivi ont été remplies de discussions tendues, de larmes et de révélations. Nous avons appris que Martine avait non seulement caché le testament, mais qu'elle avait aussi utilisé l'argent des loyers d'un petit appartement que Jean-Pierre possédait en ville, un bien dont Sophie et Thomas ignoraient l'existence jusqu'à ce jour. Alors que la nuit tombait, nous étions tous épuisés, émotionnellement et physiquement. Thomas a décidé de rester pour la nuit, ne voulant pas laisser sa sœur dans cet état. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, j'ai tenu Sophie dans mes bras alors qu'elle pleurait silencieusement. Je pouvais sentir son corps trembler, secoué par des sanglots qu'elle essayait de contenir. « Comment allons-nous surmonter ça ?» a-t-elle murmuré dans l'obscurité. Je n'avais pas de réponse. Comment pouvions-nous reconstruire la confiance après une telle trahison? Comment Sophie pourrait-elle un jour regarder sa mère de la même façon? Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. Nous avons consulté un avocat, qui a confirmé la validité du testament. La maison appartenait légalement à Sophie et Thomas, et ils avaient le droit de décider de son sort. Martine, consciente de la gravité de ses actes, a proposé de quitter la maison. Mais malgré leur colère et leur déception, ni Sophie ni Thomas n'ont pu se résoudre à la mettre à la porte. « C'est toujours notre mère », a dit Thomas un soir, alors que nous discutions de la situation. « Malgré tout ce qu'elle a fait, je ne peux pas l'imaginer sans toi. » Sophie a acquiescé, bien que je puisse voir la douleur dans ses yeux. « Mais les choses ne pourront plus jamais être comme avant », a-t-elle ajouté. Nous avons finalement décidé de rester dans la maison, tous ensemble, du moins pour le moment. Mais les dynamiques familiales avaient changé de façon irréversible. Les repas étaient silencieux, les interactions tendues. Martine semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques jours, le poids de sa culpabilité visible sur son visage. Sophie passait la plupart de son temps libre enfermée dans notre chambre, essayant de traiter cette trahison. Je faisais de mon mieux pour la soutenir, mais je me sentais souvent impuissant face à sa douleur. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche,
Regardant le soleil se coucher, Sophie a pris ma main dans la sienne. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui faire à nouveau confiance, a-t-elle dit doucement. Mais je sais une chose, je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais pu traverser tout ça. J'ai serré sa main, sentant un mélange de tristesse et d'amour m'envahir. Nous avions survécu à cette tempête ensemble, mais le chemin vers la guérison serait long et difficile. La confrontation avec Martine avait révélé une vérité douloureuse, mais elle avait aussi ouvert la porte à une nouvelle réalité. Une réalité où la confiance devrait être reconstruite, où les blessures devraient guérir lentement. Mais c'était aussi une réalité où, pour la première fois depuis longtemps, nous n'avions plus à nous soucier de notre situation financière ou de notre logement. Alors que nous regardions le ciel s'assombrir, je me suis demandé ce que l'avenir nous réservait. Une chose était sûre, quoi qu'il arrive, Sophie et moi l'affronterions ensemble. Avec l'aide d'un ami avocat, nous avons réussi à faire valider le testament. Soudainement, la situation s'est complètement inversée. C'était maintenant nous qui avions le pouvoir de décider du sort de la maison. Ma belle-mère est passée du jour au lendemain du statut de manipulatrice à celui de suppliante. Les jours qui ont suivi la confrontation avec Martine ont été un tourbillon d'émotions et d'actions. Sophie, Thomas et moi avons décidé de contacter un avocat pour nous aider à naviguer dans cette situation complexe. Heureusement, j'avais un ami d'université, François, qui s'était spécialisé en droit de la famille. Quand nous avons rencontré François dans son bureau, il a écouté attentivement notre histoire, son visage passant de la surprise à l'indignation au fur et à mesure que nous lui expliquions la situation. Ce que Martine a fait est non seulement moralement répréhensible, mais aussi légalement contestable, a-t-il déclaré après avoir examiné le testament. Heureusement pour vous, le document semble être en ordre. Nous devrions pouvoir le faire valider sans trop de difficultés. Sophie a serré ma main, un mélange de soulagement et d'appréhension visible sur son visage. Et ensuite, a-t-elle demandé. Que se passera-t-il une fois que le testament sera validé ? François a pris un moment pour réfléchir avant de répondre. Légalement, la maison appartiendra à vous et à Thomas. Vous aurez le droit de décider de son sort. Quant à Martine, elle n'aura aucun droit légal sur la propriété. Ces mots ont pesé lourd dans la pièce. Nous avions maintenant le pouvoir de décider du sort de Martine, tout comme elle avait eu ce pouvoir sur nous pendant si longtemps. Les semaines suivantes ont été consacrées aux procédures légales. François a travaillé d'arrache-pied pour faire valider le testament, rassemblant les preuves nécessaires et naviguant dans les méandres de la bureaucratie. Pendant ce temps, l'atmosphère à la maison était tendue. Martine semblait avoir vieilli de 10 ans, son visage marqué par l'anxiété et le remords. Elle passait la plupart de son temps dans sa chambre, n'en sortant que pour les repas, qu'elle prenait en silence. Sophie et Thomas, quant à eux, étaient partagés entre la colère envers leur mère et une forme de pitié. Malgré tout ce qu'elle avait fait, elle restait leur mère, et la voir dans cet état était difficile pour eux. Un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, Martine est entrée dans la cuisine, l'air plus abattue que jamais. Je voulais vous dire que j'ai commencé à chercher un appartement, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je sais que je n'ai plus ma place ici. Sophie et Thomas ont échangé un regard, visiblement mal à l'aise. C'était la première fois que Martine abordait directement le sujet de son départ. Maman, a commencé Thomas, nous n'avons pas encore pris de décision. Nous attendons que le testament soit validé. Martine a hoché la tête, les yeux baissés. Je comprends. Mais je veux que vous sachiez que je suis prête à partir si c'est ce que vous voulez. Cette conversation a marqué un tournant. Pour la première fois, nous avons vraiment réalisé que nous avions le pouvoir de décision. C'était à la fois grisant et effrayant. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, François nous a appelés avec la nouvelle que nous attendions, le testament avait été validé. Légalement, la maison appartenait maintenant à Sophie et Thomas. Quand nous avons annoncé la nouvelle à Martine, elle s'est effondrée sur une chaise, le visage dans les mains. Je suppose que c'est fini alors, a-t-elle murmuré. Je vais faire mes valises. Sophie, malgré sa colère persistante, n'a pas pu s'empêcher de ressentir de la compassion pour sa mère. Maman, attends, a-t-elle dit. Nous n'avons pas encore décidé ce que nous allons faire. Cette nuit-là, Sophie,
Thomas et moi avons eu une longue discussion sur ce que nous devions faire. La décision n'était pas facile à prendre. Elle nous a menti pendant des années, a dit Thomas. Elle nous a regardé lutter sans rien dire. Une partie de moi veut la mettre dehors pour lui faire ressentir ce que nous avons ressenti. Sophie a acquiescé, mais j'ai pu voir l'hésitation dans ses yeux. Je sais, a-t-elle dit. Mais c'est notre mère. Malgré tout ce qu'elle a fait, je ne suis pas sûre de pouvoir vivre avec moi-même si nous la mettons à la rue. J'ai écouté attentivement, sachant que ce n'était pas vraiment ma décision à prendre. C'était leur mère, leur maison. Mon rôle était de soutenir Sophie, quelle que soit la décision prise. Après des heures de discussion, nous sommes finalement arrivés à une décision. Le lendemain matin, nous avons convoqué Martine dans le salon. Elle est entrée, l'air résignée, prête à entendre son sort. Sophie a pris une profonde inspiration avant de parler. Maman, a-t-elle commencé, ce que tu as fait est impardonnable. Tu nous as menti, tu nous as manipulés, tu nous as regardés souffrir sans rien dire. Une partie de moi ne te fera plus jamais confiance. Martine a baissé la tête, acceptant ces dures paroles. Mais, a continué Sophie, tu restes notre mère. Et malgré tout, nous ne pouvons pas te mettre à la rue. Martine a relevé la tête, les yeux écarquillés de surprise. Thomas a pris le relais. Nous avons décidé que tu pouvais rester dans la maison, mais les choses vont devoir changer. Nous allons établir un contrat de location. Tu paieras un loyer, comme n'importe quel locataire. Et il y aura des règles à respecter. De plus, ai-je ajouté, nous pensons qu'il serait bon que tu consultes un thérapeute. Ce qui s'est passé a profondément affecté cette famille, et nous pensons que c'est nécessaire pour avancer. Martine nous a regardés tour à tour, les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes tellement plus généreux que je ne le mérite. Ce n'est pas de la générosité, a dit Sophie d'une voix ferme. C'est une seconde chance. Ne la gâche pas. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons mis en place les nouvelles règles. Martine a commencé à payer un loyer, a entamé une thérapie, et petit à petit, l'atmosphère dans la maison a commencé à changer. Ce n'était pas facile. Il y avait encore des moments de tension, des souvenirs douloureux qui refaisaient surface. Mais lentement, très lentement, nous avons commencé à reconstruire une forme de relation. Un soir, alors que Sophie et moi étions assis sur le porche, regardant le soleil se coucher, elle a pris ma main dans la sienne. Tu sais, a-t-elle dit doucement, il y a quelques semaines, je pensais que notre vie était finie. Que nous allions perdre cette maison, que nous allions nous retrouver à la rue. Et maintenant, regarde où nous en sommes. J'ai serré sa main, comprenant ce qu'elle voulait dire. Notre situation s'était complètement inversée. Nous étions passés de la peur et du désespoir à une position de force et de stabilité. Je suis fière de toi, ai-je dit à Sophie. De la façon dont tu as géré tout ça. Tu aurais pu choisir la vengeance, mais tu as choisi la compassion. Elle a souri, un sourire teinté de tristesse mais aussi d'espoir. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous avançons dans la bonne direction. Alors que nous regardions le ciel s'assombrir, j'ai réalisé à quel point notre vie avait changé en si peu de temps. Nous étions passés de victimes à décideurs, de suppliants à propriétaires. Le chemin avait été difficile, douloureux même, mais nous en étions sortis plus forts. Et tandis que les dernières lueurs du jour disparaissaient, j'ai senti un sentiment d'espoir grandir en moi. Quoi que l'avenir nous réserve, nous étions prêts à l'affronter ensemble. Après beaucoup de réflexions et de discussions difficiles, nous avons décidé de ne pas expulser ma belle-mère, mais nous avons établi des règles claires pour la cohabitation. Cette expérience nous a appris l'importance de l'honnêteté, de la communication et de rester vigilants, même avec la famille. Notre relation n'a plus jamais été la même, mais nous avons appris de précieuses leçons sur la confiance et le pardon. Les semaines qui ont suivi notre décision de permettre à Martine de rester dans la maison ont été un exercice délicat d'équilibriste émotionnel. Chaque jour apportait son lot de défis, de moments de tension, mais aussi d'opportunités de guérison et de croissance. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, j'ai trouvé Sophie assise à la table de la cuisine, une tasse de café refroidi entre ses mains. Son regard était perdu dans le vide,
et je pouvais voir les traces de larmes sur ses joues. Chérie, ai-je dit doucement en m'asseyant à côté d'elle, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a levé les yeux vers moi, un mélange de tristesse et de détermination dans son regard. Je repensais à tout ce qui s'est passé. Pierre, comment pouvons-nous être sûrs que nous avons pris la bonne décision? Comment pouvons-nous vivre sous le même toit que quelqu'un qui nous a trahis de manière si profonde? J'ai pris sa main dans la mienne, cherchant les mots justes. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes décisions dans une situation comme celle-ci, Sophie. Mais je pense que nous avons pris une décision courageuse. Nous avons choisi la voie difficile de la réconciliation plutôt que celle, plus facile, de la vengeance. Elle a hoché la tête lentement, semblant absorber mes paroles. Tu as raison. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. C'est à ce moment-là que nous avons décidé d'établir des règles claires pour notre nouvelle cohabitation. Nous avons organisé une réunion de famille, incluant Martine, Thomas, Sophie et moi-même. L'atmosphère était tendue lorsque nous nous sommes tous assis dans le salon. Martine semblait nerveuse, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'asseyait sur le fauteuil le plus éloigné. Sophie a pris la parole en premier. Maman, a-t-elle commencé, sa voix ferme mais pas dure, nous avons décidé de te permettre de rester ici, mais les choses doivent changer. Nous allons établir des règles, et nous attendons de toi que tu les respectes. Martine a acquiescé silencieusement, les yeux baissés. Thomas a continué. Premièrement, l'honnêteté totale est non négociable. Plus de secrets, plus de mensonges, même par omission. Si quelque chose te préoccupe ou si tu as des problèmes, tu dois nous en parler. Deuxièmement, ai-je ajouté, nous allons tous participer à une thérapie familiale. Ce qui s'est passé a laissé des cicatrices profondes, et nous avons besoin d'aide professionnelle pour les guérir. Sophie a repris, troisièmement, tu continueras à payer un loyer, comme nous en avons convenu. Cet argent sera mis de côté pour l'entretien de la maison et pour créer un fonds d'urgence familiale. Nous avons continué ainsi, établissant des règles sur le respect de l'intimité de chacun, sur la prise de décision concernant la maison, et sur la nécessité de communiquer ouvertement et régulièrement. Martine a écouté attentivement, hochant la tête à chaque point. Quand nous avons terminé, elle a levé les yeux, des larmes brillant dans son regard. Je ne sais pas quoi dire. Vous me donnez une chance que je ne mérite pas. Je vous promets de faire tout mon possible pour respecter ces règles et pour regagner votre confiance. Les premiers mois ont été difficiles. Il y a eu des moments de tension, des disputes, des larmes. La thérapie familiale a mis à jour des blessures anciennes, des ressentiments enfouis depuis longtemps. Mais petit à petit, nous avons commencé à voir des changements. Martine, fidèle à sa parole, faisait des efforts visibles. Elle était plus ouverte, plus honnête dans ses interactions. Elle a même commencé à partager des histoires sur Jean-Pierre, le père de Sophie et Thomas, des souvenirs qu'elle avait gardés pour elle pendant des années. Un soir, alors que nous étions tous assis autour de la table du dîner, Martine a soudainement posé sa fourchette et a pris une profonde inspiration. Je voudrais vous dire quelque chose, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais déterminée. Nous avons tous tourné notre attention vers elle, surpris par cette interruption inattendue. Je sais que je vous ai fait beaucoup de mal, a-t-elle continué. Et je sais que de simples excuses ne suffiront jamais à effacer ce que j'ai fait. Mais je veux que vous sachiez à quel point je suis reconnaissante pour cette seconde chance. Chaque jour, je me réveille en me promettant de faire mieux, d'être meilleure. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de créer un meilleur avenir pour notre famille. Il y a eu un long silence après ces paroles. Puis, à ma grande surprise, c'est Sophie qui a parlé en premier. Merci, maman, a-t-elle dit doucement. C'est tout ce que nous demandons. Que tu essaies. Ce moment a marqué un tournant dans notre relation familiale. Ce n'était pas un pardon total, ce n'était pas un retour à la normale, mais c'était un pas dans la bonne direction. Au fil des mois, nous avons appris de précieuses leçons. Nous avons appris l'importance de l'honnêteté, même quand la vérité est difficile à dire ou à entendre. Nous avons appris à communiquer plus ouvertement, à exprimer nos sentiments et nos préoccupations sans crainte de jugement. Nous avons aussi appris à rester vigilants, même avec la famille. Non pas dans un esprit de méfiance constante, mais dans une volonté de maintenir des relations saines et transparentes.
1 an après la découverte du testament, notre vie avait trouvé un nouvel équilibre. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était mieux. Martine avait fait des progrès significatifs en thérapie, et ses relations avec Sophie et Thomas s'étaient lentement améliorées. Un soir, alors que Sophie et moi nous promenions dans le jardin, elle s'est arrêtée soudainement et m'a regardée. « Tu sais, a-t-elle dit, je n'aurais jamais cru dire ça il y a 1 an, mais je suis presque reconnaissante pour ce qui s'est passé. » J'ai levé un sourcil, surpris. « Vraiment ?» Elle a hoché la tête. « Pas pour la trahison ou la douleur, bien sûr. Mais pour les leçons que nous en avons tirées. Nous sommes plus forts maintenant, plus unis. Nous avons appris à pardonner, même quand c'est difficile. Et nous avons appris la valeur de la seconde chance. » J'ai serré sa main dans la mienne, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Notre épreuve nous avait changés, c'est vrai. Mais d'une certaine manière, elle nous avait aussi rendus meilleurs. Alors que nous continuions notre promenade, je réfléchissais à tout ce que nous avions traversé. La trahison, la colère, la douleur, mais aussi la guérison, le pardon, la croissance. Notre relation familiale n'était plus la même, c'est vrai. Mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise chose. Peut-être que cette nouvelle relation, construite sur les fondations de l'honnêteté et de la communication, était en réalité plus forte que l'ancienne. Et tandis que le soleil se couchait à l'horizon, colorant le ciel de teintes orangées et violettes, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Gratitude pour les leçons apprises, pour la force que nous avions trouvée, et pour l'amour qui, malgré tout, avait survécu et s'était même renforcé à travers cette épreuve. Notre histoire n'était pas terminée, loin de là. Il y aurait encore des défis à relever, des moments difficiles à traverser. Mais nous étions prêts à les affronter, ensemble, armés des précieuses leçons que cette expérience nous avait enseignées.